Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission aujourd'hui. Comment ça se passe le premier jour de l'école? Vous vous êtes certainement déjà posé cette question. À la maternelle, au primaire ou au secondaire, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants en tant qu'élèves? Et qu'est-ce qu'il faut entendre des enseignants? Nous en parlons dans cette émission. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour. Bonjour à vous qui nous recevez à l'instant. C'est dans le Saré qui démarre. Alors, dans le Saré démarre avec dans un instant notre invité. Notre invitée se nomme Thérèse Onana, elle est inspecteur coordonnateur pédagogique pour le littoral. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Bonjour Thérèse Onana. Bonjour madame. Janalis. Janas. Voilà. Oui, bonjour Janas. Alors on parle aujourd'hui du premier jour de l'école, on l'appelle prise de contact, c'est ce qu'on a entendu les enseignants dire, c'est la journée de prise de contact. Mais en même temps vous nous disiez c'est une journée capitale. En quoi est-ce qu'elle est capitale? Eh oui, le premier jour est capital aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant. Parce que ça se situe à deux niveaux. Il y a d'abord les élèves qui arrivent en sixième. C'est tout nouveau pour eux. Ils ont eu une maîtresse, un maître à l'école primaire. Maintenant, ils vont avoir au moins 6 enseignants qui vont défiler. Et le milieu est nouveau pour eux. C'est vraiment la découverte, c'est joyeux et tout. C'est différent des élèves des autres classes qui vont retrouver leurs camarades des années passées. Bien sûr que de temps en temps, on a des nouveaux. Alors, c'est prise de contact pour le milieu. Par rapport à l'élève de 6e, c'est un milieu tout à fait nouveau, il observe tout. C'est prise de contact pour cet élève et l'enseignant, et les enseignants qui vont passer dans sa classe à tour de rôle. Et qui vont Est-ce lui que donner... ça conditionne, je veux dire que le premier jour, prenons peut-être pour l'enfant de 6e ou pour celui de la maternelle qui vient de commencer, est-ce que ça peut conditionner son adhésion ou alors sa répulsion pour l'école? Effectivement, ça conditionne son année. Parce que il va avoir 6 prises de contact pour la journée, au moins. Alors, chaque prise de contact avec l'enseignant, c'est déterminant pour cette discipline. Si le contact est mauvais avec l'enseignant, dès le premier coup, l'enfant peut détester la discipline. Il peut détester non pas la discipline, mais l'enseignant. Donc, l'enseignant a intérêt à être bien mis, à gagner la confiance de ses élèves dès ce premier contact. Et à propos de l'enseignant, justement, le premier jour également, c'est un jour d'identification. Est-ce possible pour un enseignant d'identifier dès le premier jour déjà tous ses élèves? Effectivement, c'est ce qu'il doit faire. D'abord, il se présente aux élèves et puis maintenant, ils vont se présenter soit par écrit, soit individuellement, ça dépend de l'effectif de la classe. Il va leur expliquer ce qu'ils vont faire dans l'année, comment ça va se passer, les mettre en confiance. Alors, ailleurs, on a vu, j'ai regardé dans un reportage l'année dernière, j'ai la chance d'avoir une télé chez moi, ailleurs on a vu des parents qui sont accueillis au sein des établissements par les enseignants, qui leur expliquent quel est le processus d'encadrement durant l'année. Chez nous, on n'a pas souvent vu ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce qu'on se dit que ce n'est pas important, le contact avec les parents? En fait, je pense que les parents en font un peu trop au début. Parce que quand on choisit d'aller inscrire son enfant dans un établissement, avant la rentrée, on a le temps de prendre tous les renseignements, de prendre connaissance du règlement intérieur et de tout ce qui s'y passe. Alors le premier jour, l'enfant peut aller à l'école. On n'a pas vraiment besoin de la présence des parents parce qu'ils vont gêner la prise de contact. Alors, comment ça va se passer? Comment ça se passe à la maternelle? Nous sommes allés regarder de près ce qui se passe justement à la maternelle. Le premier jour des classes, il y a des cris. Vous allez entendre crier. Cris, pleurs, bruit de tout ordre, voilà à quoi ressemble une salle de classe à la maternelle le premier jour d'école. Ce matin, il y a eu des pleurs. Mais on a réussi à les calmer parce que
Certains d'entre eux viennent de la petite section, ils ont déjà eu à fréquenter, donc c'était plus nouveau quoi. Et les nouveaux, parmi eux il y a les nouveaux. Eux aussi, au début ils ont pleuré, mais quand ils ont vu que les autres étaient calmes, ils se sont tués. Le premier jour, ils doivent pleurer automatiquement. Ils doivent pleurer le premier jour. La séparation maison-école, c'est pas facile. Le premier jour, ils en ont comme ça pour 2 semaines. Quoique préparés à ce type de situation, Je suis enseignante de maternelle depuis 4 ans. Je vais de la maison le matin, je m'apprête déjà. Je sais ce qui m'attend à l'école. Donc, si c'est pour la fatigue là, c'est même impossible de se fatiguer avec les tout petits quoi. il n'est pas toujours évident pour les enseignantes de s'occuper des tout petits. C'est pas facile, hein. Pour calmer ces enfants, il faut vraiment être maternel. Il faut savoir leur dire des mots doux. Il faut être gentil avec eux. Souvent, il y a d'autres là, il faut les appeler souvent par leur petit nom, mon petit bout de chou, mon chou, ma chérie, tout ça. Il faut les flatter vraiment. Avec les tout petits, en effet, il faut user de beaucoup de patience. C'est pas l'enfant qui est en train de faire, c'est le premier, l'enfant ne se connaît pas. Oui. Il faut mettre l'enfant en conscience, comprendre aussi qu'en dehors de sa maman, toi aussi tu peux être là. Oui. Et faire comprendre à l'enfant que c'est l'école. Ce n'est pas parce que maman t'a jeté ou est abandonnée ou quoi que ce soit, c'est l'école. La mettre juste en confiance. Et une fois en confiance, il se lâche tout simplement. My name is Israël Samuel, 5 ans. J'ai fini l'étude de part à Kiaswan. Les enfants de la grande section sont plus grands et ils sont à leur 3e année de classe. Donc c'est pas étrange, ils sont habitués au rythme scolaire. Donc ils se sont normalement comportés sans des pleurs, oui. Peut-être un peu de timidité. Parents et enseignantes doivent donc conjuguer leurs efforts dès le premier jour de la rentrée pour une meilleure insertion des tout-petits. Le premier jour donc à la maternelle, les enfants pleurent, vous l'avez constaté, et les enseignants sont obligés de demander aux mamans de quitter les fenêtres parce qu'elles viennent souvent s'agripper aux fenêtres pour ne pas partir, pour observer leur enfant, peut-être parce qu'elles ont peur de ce qui va se passer par la suite. Est-ce que ça se comprend quand même que les parents aient du mal à quitter leurs enfants dans cette situation-là? Au niveau de la maternelle, ça se comprend. Parce qu'ils sont tout petits. C'est la première séparation. Très souvent, c'est la première séparation. Et ça fait mal, aussi bien pour l'enfant que pour la maman. C'est un peu difficile. Mais au niveau du secondaire, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. On n'a plus besoin de parents. On les voit, mais même quand l'enfant va faire le concours d'entrée en 6e, ils sont pleins dans le campus. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de... Les enfants n'ont pas besoin de ce support psychologique? Ils n'ont pas besoin de ça. Il faut les laisser aller. Le problème maintenant, c'est que de plus en plus, les enfants sont jeunes. C'est pour ça qu'il faut continuer à les pouponner, même jusqu'en salle de classe. Mais normalement, l'enfant qui entre en 6e à 12 ans n'a plus besoin de ça parce qu'il connaît déjà le milieu de l'école. Et que doit faire l'enseignant en ce moment-là? Prenons le cas des enfants de la maternelle qui crient, qui pleurent, qui ne veulent pas laisser le parent partir. Non, je vous disais qu'à la maternelle, c'est différent. L'enseignant accueille. Quand la maman vient et confie l'enfant à la maîtresse va s'occuper de l'enfant et va le discipliner. Elle va faire comprendre à l'enfant que ce n'est plus maman. Bien sûr qu'il y a les câlins et tout, mais... ici, c'est l'école. Ici, c'est l'école. Il faut s'asseoir, il faut... Et puis, elles ont des techniques pour les maîtriser au bout de 2 jours. Et comment est-ce qu'on est constitué justement pour supporter tout ça? Je veux dire qu'on nous a beaucoup parlé de la maternité, il faut être maternel. Est-ce que dans tous les cadres, je veux dire que ce soit au primaire, au secondaire, il faut être maternel? Enfin, pour les hommes, on dira peut-être paternel. Pour la maternelle, les enseignants de la maternelle reçoivent une formation appropriée parce qu'ils vont s'occuper des tout-petits. C'est vrai, tous les enseignants, on a des formations appropriées suivant le niveau primaire, maternelle, primaire et secondaire. Donc, je m'occupe beaucoup plus du secondaire et là, c'est un problème de transmission de connaissances. Parce que les enfants ont déjà un certain niveau d'instruction et ils sont aptes
l'enseignant a besoin de patience, il a besoin de compréhension. Il faut se montrer compréhensif. On ne parle plus d'être maternelle ou d'être paternelle. C'est différent. C'est différent là-bas. Mais à la maternelle, il faut vraiment, parce qu'il faut assurer la transition entre la maison et l'école. Alors, ma très chère, et si on allait voir l'environnement primaire? Voilà, alors le primaire, on a la CIL, comment on s'en occupe le premier jour surtout. Nous allons suivre ce reportage et nous allons nous retrouver juste derrière. Au primaire, le premier jour d'école est consacré à la levée des couleurs et à la prise de contact entre élèves et enseignants. Le participe passé du verbe à qui est mort. J'aurais mangé la banane. D'accord? J'aurais mangé la banane hier ou après. Allez, yes, madame. So everybody say a verb is what? Pour cet élève, l'heure est au retrouvailles après une nette période d'absence. Je m'appelle Chen et Totogo Paul Anayel. Je fais la classe du CM2. Mon premier jour de classe s'est bien passé. Ici, ma maman m'a accompagné avec ma soeur. J'ai rencontré mes camarades, mon enseignant. J'étais heureuse. Ce qui est nouveau à moi, c'est que j'ai un nouveau sac, j'ai un nouveau cahier, j'ai des livres, j'ai des nouvelles chaussures. Et comme vous le voyez, j'ai une nouvelle tenue. Et j'ai une tenue de classe et une tenue de sport. Pour d'autres, le premier jour d'école reste mémorable, surtout lorsque les parents sont à leur côté. Je m'appelle Oumi Grace Karel. Je fais le cours préparatoire. J'ai 6 ans. Je suis contente d'être à l'école car mon papa est venu m'accompagner le premier jour. Côté enseignant, c'est le moment choisi pour planifier le programme des cours. Dès le premier jour, tous les enfants ont nécessairement leur emploi du temps pour mieux organiser leur sac, et ainsi que tous les enseignants. Ainsi, nos jeunes élèves peuvent désormais apporter des documents en fonction de leur emploi du temps. Nous n'apportons pas tous les cahiers, nous suivons l'emploi du temps. Le premier jour d'école au primaire sonne le glas des vacances, donnant ainsi le signal pour 9 mois de cours intenses. Alors, l'environnement du primaire, certes, est différent de l'environnement de la maternelle. Naturellement. On va encore renforcer le questionnement avec peut-être quand on arrivera au secondaire, puisque c'est véritablement l'environnement de Madame Onana. Mais, oui, moi j'avais une question quand même, parce que elle disait tantôt, c'est le premier jour, c'est une prise de contact. Ça veut dire que si ça se passe mal, alors il n'y a rien à faire. L'enfant peut-être pourra avoir peur de l'école, ou alors je ne sais pas. Mais comment vous vous arrangez au niveau de vous en tant qu'enseignante, je veux dire, comment ça se passe si un enfant le premier jour est, je veux dire, réfractaire à un certain cours par exemple, ou un enseignant, comment vous arrangez pour que ça marche? Est-ce que vous changez de classe ou alors vous... Non, écoutez, au primaire, l'enfant a une seule maîtresse ou un seul maître. Alors, généralement, l'enseignant ne se rend pas compte immédiatement. C'est l'enfant qui rentre à la maison. Oh maman, la maîtresse là, elle est comme ci, elle est comme ça, elle parle durement, elle. C'est pour ça qu'on sollicite souvent la collaboration des parents. Parce que la maman doit lui expliquer, non. Et à ce niveau, c'est un problème de personne. Parce que la maîtresse, elle va lui enseigner tout. Et si la maîtresse constate que cet élève n'est pas très enclin à l'accepter, elle doit pouvoir se faire accepter en cherchant à devenir l'ami de cet élève. Et alors, dans le cas où justement il y a cette distance entre l'élève et l'enseignante, peut-être parce que c'est une enseignante très sévère, dans ce cas-là,
je veux dire, si elle montre sa sévérité dès les premiers jours? Très souvent, c'est difficile que l'enseignant soit très sévère le premier jour. Parce que c'est la prise de contact, tout le monde est content. On est content de se retrouver et de retrouver ses enfants. Donc, ce n'est pas souvent la sévérité. Parfois, c'est la tête de l'enseignant qui ne revient pas à l'enfant. Peut-être l'enseignant n'est pas bien habillé, peut-être il ne s'exprime pas mal. Donc, c'est beaucoup plus affectif. C'est beaucoup plus subjectif au niveau de l'enfant. Mais au niveau du secondaire, ça peut être la discipline, ça peut être l'individu. Et très souvent, c'est aussi un problème de technique. Je vous prendrai un exemple. Quand j'étais enseignante de terrain, quand j'ai un élève indiscipliné dans la classe, qui calcule que je vais déranger aujourd'hui, c'est lui que je nomme chef de classe. Je lui donne des responsabilités au point où il se sent revalorisé parce que parfois c'est des réactions. Et ça se voit dès le premier jour? Oui, oui. Parfois c'est des réactions de frustration. Oui. Donc, quand on le responsabilise, il se sent important. Il comprend que, tiens, cet enseignant me considère comme quelqu'un de grand et puis du coup... c'est parti. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas souvent évident le premier jour de se montrer sévère, mais moi également, je reviens sur l'histoire d'une camarade à moi qui n'a jamais apprécié l'allemand parce que c'était la deuxième langue qu'il a choisie, simplement parce que Frau, que je ne vais pas nommer ici, le premier jour justement, avait une sorte de règle en fer qu'elle a frappé sur son pour lui montrer qu'en fait, là, il était justement indiscipliné et jusqu'en terminale, nous disait-il, il n'arrivait même pas à formuler une véritable phrase en allemand. Alors, comment c'était pas pédagogique. D'accord. C'était pas pédagogique du tout. Parce que déjà, frapper l'enfant en milieu scolaire, c'est pas légal. C'est pas recommandé. Ça frustre beaucoup. La preuve, c'est que votre camarade a détesté la discipline jusqu'à la fin. Oui. Donc, je dis, au niveau du secondaire, nous recommandons toujours aux enseignants que c'est eux. Si un élève travaille mal dans ma discipline, c'est à cause de moi l'enseignant. Et puis, petite chose pour sortir de cet environnement du primaire, beaucoup d'enfants que nous avons rencontrés nous ont dit moi j'étais content de venir parce qu'on m'a acheté un nouveau sac, on m'a acheté de nouvelles chaussures. Et est-ce que ça c'est important? Il faut dire aux parents que c'est une motivation justement. C'est très important pour l'enfant. Parce que quand lui, il va à l'école le premier jour, tout le monde est bien habillé, lui, il est mal fichu, et il ne sera pas content. Il ne sera pas content, il commence à être frustré dès le premier jour, à être complexé vis-à-vis des camarades. Même s'il était intelligent, il ne pourra plus facilement s'exprimer parce qu'il va se sentir... Alors, pour aller dans le même sens que ma très chère, ça veut dire même la tenue, chaque année, devrait changer la tenue scolaire. Je veux dire, si elle est vieille... il se sentira frustré. C'est pas tout à fait ça, mais ça dépend de l'éducation reçue à la maison et des conditions. Parce qu'il y a des enfants qui savent que mes parents, quand ils ont déjà un certain âge, mes parents n'ont pas les moyens, bon, je vais me contenter de ça, malgré moi. Donc là, maintenant, il suffit de l'encadrement des parents auprès des enfants. C'est très important aussi. Merci beaucoup. On apprend beaucoup aujourd'hui. Alors, on va suivre cet autre reportage, cette fois-ci sur la vie au secondaire. Comment ça se passe? On regarde. Pour les nouveaux lycéens et collégiens, la vie secondaire débute dès le premier jour d'école. The first thing is we receive all the children in their various classes. And secondly, we try to see, to verify the children's materials, what they have brought, and classify the children according to the way they are supposed to be seated in classes. Then you find out how the children pass their holidays, and you give them some little rules and regulations, the way they are supposed to go to. Some children who come from other schools, some children come from other classes. So you try to give children little rules and regulations, the way they are supposed to behave in class and even in the school campus. Les Bleus, comme on les appelle affectueusement, sont accueillis dès leur arrivée et pris en charge. Autrefois, les classes, on les appelait les classes de 6e, 5e. Aujourd'hui, on les appelle les sous-cycles d'observation. Et là-bas, on a adopté des approches par compétences.
Donc, par ces approches, par ces méthodes, il s'agit pour l'apprenant qui est l'élève de participer, donc de partir des faits vécus, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient personnels et même sociaux, de partir donc de ces faits pour essayer de les intégrer à leur instruction. Également concernés par ce premier jour de rentrée, les enseignants. Dans la salle des professeurs, ils se concertent, discutent et échangent. Dans les établissements islamiques, le premier jour d'école est déterminant, aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant. Ici, quand même, beaucoup des élèves ont partagé les idées ensemble, on dialogue et souvent on pose des questions selon l'islam. Moi, je fais le cours de l'islam, presque dans toutes les classes de la 6e jusqu'en première. Bon, le cours de l'islam, ça parle de comment on fait la prière, les ablutions, l'histoire de l'islam, l'histoire des prophètes et des envoyés, qu'est-ce qui est islamique, qu'est-ce qui n'est pas islam, comment le comportement d'un bon musulman. Des cours de plus en plus nécessaires en ces temps où Boko Haram sévit dans la partie septentrionale du pays. Le cours d'islam, ça apporte un plus dans notre éducation et ça ouvre le chemin, le bon chemin pour nos élèves d'être très vigilants. Une prise de contact avec l'environnement du secondaire, c'est aussi cela, le premier jour d'école. Au secondaire, on le disait, on a les bleus. Et les bleus se remarquent tout de suite. Est-ce que dans l'environnement, on a comme l'impression qu'ils ont peur de l'endroit où ils vont aller, de comment ils doivent se comporter? Je dis toujours, ça dépend de l'âge. Mais très souvent, ils ont peur parce que c'est un milieu inconnu. C'est un milieu inconnu. Il y a de grandes terminales. D'ailleurs, dans les lycées, régulièrement, de plus en plus, on fait la rentrée des 6e à part pour les introduire dans le milieu, leur expliquer comment ça se passe et tout, les mettre en confiance avant que les autres n'arrivent. La rentrée des 6e à part, comment ça se passe? Dans beaucoup d'établissements, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, par exemple, cette année, comme la rentrée avait lieu le 8, par exemple, au collège Liberman, au lycée de Makeb, dans certains lycées, le 8, les 6e, ils viennent, on fait un grand rassemblement, parfois on les accueille même avec des beignets et autres, et on leur explique comment ça se passe au secondaire de façon générale, même pas dans les salles de classe. J'ai assisté à cette cérémonie au lycée de Makepe un jour, donc c'est avec les parents. Et puis maintenant, on fait partie les parents. Voilà l'importance des parents, justement, qui constituent le support. À ce moment-là, c'était une organisation interne. À ce moment-là, on expliquait en même temps aux parents. Là, on les a convoqués. Mais si on ne les convoque pas, il ne faut pas que les parents viennent le premier jour. Ils vont faire quoi dans le campus si c'est la rentrée de tout le monde? Ce sera trop plein. Accompagner certainement les enfants qui se sentent soutenus. Oui, ils accompagnent et puis ils repartent. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est la question déjà que moi j'allais poser, comment on les encadre, mais elle nous a déjà dit exactement comment. Et il y a autre chose, ma très chère. Oui. Les élèves qui, pendant les vacances, avaient peut-être des mèches sur la tête pour les filles, et les garçons qui avaient des coiffures un peu acrobatiques, qui sont obligés maintenant de se ranger. Là, on va parler de discipline. Est-ce que c'est facile, justement, le premier jour, de les ramener à l'ordre? Quand ce sont de nouveaux élèves, quand ils s'inscrivent, on leur donne le règlement intérieur. Donc, avant le premier jour, parents et élèves savent déjà comment ça se passe dans cet établissement. Donc, 2 jours ou la veille de la rentrée, adieu les rastas, adieu tout le reste, on se met en tenue d'élève. Ça veut dire ce premier jour, on doit être conforme ou on n'est pas élève de cet établissement? Oui,
Si on arrive avec ces rastas, vous allez rentrer au portail. Vous allez rentrer au portail, allez vous coiffer comme il faut. Et donc finalement, vous parliez des sixièmes, mais moi je veux m'intéresser aux troisièmes, aux classes de troisième, parce qu'ils vont présenter le BEPC. Est-ce qu'il y a une autre façon de les encadrer le premier jour? Le premier jour en classe de 3, dans les classes d'examen en général, les enseignants qui arrivent, qui prennent contact, vont expliquer à ces enfants le challenge qu'ils ont pour l'année et que ça commence dès ce premier jour-là. Et c'est là qu'ils font le contact, qu'ils font je veux dire, ils établissent comme une sorte de contrat. Oui. Voilà l'objectif en fin d'année, 100%. Et par rapport au redoublant, parce que généralement c'est du déjà vu, du déjà entendu, alors comment on s'arrange avec eux pour pouvoir leur faire comprendre qu'en réalité c'est un nouveau challenge et qu'ils se comportent peut-être comme un nouveau? Si l'enseignant, si c'est un ancien enseignant, ça veut dire qu'il connaît ses redoublants. Il sait sûrement pourquoi ils ont échoué. Il a besoin de les remettre en confiance pour leur dire, même si vous avez échoué, cette fois-ci, essayez de faire des efforts pour repartir sur un meilleur. Parce que si c'est un nouvel enseignant, il ne sait pas qui est redoublant dans la salle, sauf quand il va les identifier. Mais il tient ce langage au bénéfice de tout le monde. Et puis moi, une dernière question qui peut paraître incongrue. Est-ce que quand on arrive dans une salle de classe le premier jour, que ce soit des sixièmes, de cinquièmes, de quatrièmes, de seconde, de terminale, on a tout de suite la tête du dernier de la classe? Non. Pas souvent. Hein. Ou tous ont la même chance? Tout le monde a la même chance. Tous ont la même chance. On ne peut pas identifier immédiatement, mais dès le premier cours, on commence à voir. Parce que les meilleurs, ils ne se cachent pas sous la table. Alors le meilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il est dégagé, il répond aux questions. Merci beaucoup, Thérèse Onana, d'être venue sur ce plateau. Nous allons parler d'un autre sujet. À présent, il s'agit de ces bottes en caoutchouc qui ont envahi nos villes. Vous avez certainement remarqué que de plus en plus, nos petites filles ou nos petits garçons en mettent. Et comment ça se présente et pourquoi? Dans ce reportage, vous aurez des éléments de réponse. Les bottes en caoutchouc sont à la mode en cette période de rentrée scolaire. Une mode imposée par la saison pluvieuse qui bat son plein en ce premier jour d'école. Le prix des bottes en caoutchouc varie en fonction de leur qualité, voire leur origine. Enfants, jeunes et adultes, chacun y trouve son compte. Cependant, les vendeurs de bottes en caoutchouc se plaignent de la concurrence chinoise, cause essentielle de leur désarroi en cette période pourtant propice. Les usagers de leur côté parlent de l'accessibilité des prix chez les marchands chinois, ce qui complique davantage la tâche aux vendeurs camerounais. Au-delà de tous ces obstacles, les vendeurs de bottes en caoutchouc continuent malgré tout à espérer un lendemain meilleur. Après cette première partie, les bottes en caoutchouc, on peut parler d'actualité à présent. Alors les bottes en caoutchouc, ma très chère. Ah oui, c'est tellement pratique, et surtout en saison pluvieuse. Donc je pense, même si certains pensent que ça fait des problèmes aussi aux orteils et tout, mais c'est pratique quand même. Ah non, Marie-Léonie en a en couleur... c'est quoi la couleur? Rouge. Rouge. Je ferais mieux de m'en procurer aussi.
Marie-Léonie, on parle d'actualité, bonjour. Oui, bonjour Clarence, bonjour journaliste. Marie-Léonie. Alors, notre très chère scène, on va commencer par justement cette actualité autour du volleyball. Oui, volleyball dames. Vainqueurs des tournois qualificatifs disputés respectivement au Kenya et en Algérie, les volleyeuses représenteront le Cameroun à la Coupe du monde de volleyball féminin prévue du 23 septembre au 12 octobre 2014 en Italie. C'est bien de le préciser. Oui. On va parler à présent de cette femme, la première d'ailleurs femme africaine capitaine d'un Boeing 787. Oui, il s'agit d'Irène Koki Mutungi. Elle est certainement l'une des femmes dont l'Afrique peut être fière. Elle n'a rien à envier à ses collègues hommes. Commandante de bord, elle est la première femme capitaine de l'Afrique du transport aérien. Et à un père pilote, elle a toujours rêvé de le remplacer. Son rêve a vu le jour puisqu'elle est capitaine et commande un Boeing 787. Aïe, bravo. On peut lui dire bravo. Hein. Chef. Chapeau. Oui. Chapeau, absolument. Ah oui. Et on va terminer par Serena Williams. Oui, vainqueur de l'US Open dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre 2014, elle a inscrit son nom dans la légende. L'Américaine a rejoint Chris Evert et Martina Navratilova avec 6 grands chelems, le 3e d'affilée pour elle. Si c'est le 18e titre majeur de Serena Williams, c'est également le premier d'une saison perturbée par des blessures et des éliminations précoces. À 33 ans, elle a donc prouvé qu'elle reste la meilleure joueuse. Ah oui. Une fois de plus, bonne nouvelle pour les femmes. On va parler d'autre chose, des cours de vacances. Pendant les vacances, justement, il y a des élèves qui avaient déjà repris le chemin de l'école, bien avant la rentrée. Nous les avons rencontrés. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent les cours des vacances? Pourquoi est-ce que les parents choisissent de les inscrire pour les cours des vacances? Dans ce reportage, vous aurez certainement une petite idée de ce que ces parents font. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de le faire? Les vacances sont une période de repos pour la plupart des élèves, mais certains choisissent de rester dans la mouvance scolaire. Pour ces derniers, les cours de vacances leur permettent de maintenir leur mémoire en éveil. Je m'appelle Vissa Emmanuel Maximilien, j'ai 10 ans. Je fais les cours de vacances pour devenir intelligent. En ce qui concerne cette jeune fille, faire des cours de vacances lui permettent d'anticiper sur la préparation de son examen. Je fais les cours de vacances pour être plus avancé et pour me préparer pour le probatoire avant que les classes commencent. Les parents ont aussi leurs raisons. Il s'agit d'éloigner les enfants de l'oisiveté et de les maintenir dans le cadre éducatif. Généralement, pendant les vacances, les enfants ont tendance à tout oublier. C'est-à-dire pour essayer aussi de réveiller la mémoire. Quelles que soient les raisons qui conduisent au cours de vacances, il est question, aussi bien pour les parents que pour les enseignants, de préparer l'élève à mieux affronter la nouvelle année scolaire. Alors, cours de vacances, est-ce que... Oui, j'en ai souvent fait, moi. Oui. Moi, non. Jamais. Moi, attends que je réfléchisse. Non. Moi, jamais. Moi, non. Alors, jeune génération, comme on le disait tout à l'heure, et les parents qui... Il faut soutenir, il faut toujours être en train de pousser avec des répétiteurs, avec d'autres cours, des cours supplémentaires. Mais bon, j'espère que ta mémoire, elle n'est pas fatiguée au moins. Non, pas du tout. D'accord. Ça se voit que ça va. L'idée reçue, donc, aujourd'hui, on ne souffle pas sur les prunes, donc sur les safos, avant de les consommer. Ne le faites jamais, ma très chère. Oui, il ne faut pas le faire. En fait, c'est mieux de parler de prunes parce que nous, ça fout pour ceux qui nous regardent ailleurs qu'au Cameroun. Mais au Cameroun, on parle de prunes. Et généralement, ma très chère, on sait que les prunes, la façon du village, c'est qu'on enlève les braises, c'est au feu de bois, on enlève ces braises-là, on met des prunes, on les pose juste sur de la cendre très très chaude. Vous imaginez naturellement qu'au sortir de là, elles ont de la cendre partout. Et on a cette habitude-là de souffler avant de pouvoir consommer. Alors, les ancêtres disent que c'est mauvais, c'est pas bon du tout de souffler. Ce geste-là, ce petit geste anodin que vous avez l'habitude de faire est
très très dangereux pour vous et pour votre famille. Demande-moi comment, ma très chère. Alors, qu'est-ce que c'est un crime de lèse-majesté à l'endroit de qui? Presque. En réalité, c'est parce que vous êtes en train de disperser votre famille à tout vent, aux quatre coins du monde. Par ce simple geste. Alors, souffler sur une prune que vous êtes sur le point de déguster, c'est pas bon du tout pour votre famille parce que ce geste-là symbolise une certaine division selon les ancêtres. Alors, nous sommes allés dans le centre surtout, c'est de ce côté, et même ici au littoral, on nous parlait du fait que vous allez vous poser la question, savoir pourquoi vos enfants, les membres de certains de votre famille sont toujours en train de s'éloigner de vous. Ils font 3, 4, 10 ans même, vous ne les voyez pas. Parfois pas d'appel. Alors, c'est parce que vous passiez le temps à souffler et quand vous soufflez, vous les envoyez toujours aussi loin, tellement loin. Alors, si vous voulez garder l'harmonie familiale, garder votre famille toujours aussi près, même si elle est aux États-Unis, mais quand même, elle sera toujours présente au travers peut-être au moins un téléphone et tout. Alors, oui, des TIC. Ne soufflez pas sur les prunes, sur les safous lorsque vous les brûlez. Consommez-les comme ça, ou alors nettoyez tout doucement, évitez que ça, parce que c'est ce fait de souffler qui crée problème. Vous l'avez suivi et j'espère que vous en prendrez, enfin vous prenez note maintenant et puis vous ne le ferez plus. Voilà, on ne souffle pas sur les prunes avant de les consommer, sur les safous pour les autres avant de les consommer. Donc c'est interdit. Sinon, vous êtes en train de disperser les membres de votre famille à travers les 4 coins du monde. Et ça, c'est très grave. Je finis par croire que les idées reçues, c'est mon dada. Ah bah oui, Marie-Denis en sait un rayon. Elle apprend tout le temps de ses idées. Il faudrait aller de temps en temps, ou très souvent au village. Ça fait du bien. Ah oui, ma très chère, merci de nous y ramener de temps en temps. On a juste envie de se mettre auprès du feu de bois avec un épi de maïs et voilà. C'est terminé pour cette émission, mesdames, messieurs, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.